Bonjour à tous. Alors là, je ne vous vois pas du tout parce que j'ai les lumières dans les yeux, mais j'imagine que vous êtes... on m'a dit que vous étiez nombreux. Merci beaucoup de vous être déplacés à l'occasion de notre invitation. Ça nous fait toujours plaisir de vous rencontrer. Et particulièrement sur cette soirée parce que nous souhaitons vous présenter deux voyages exceptionnels qui auront lieu dans un an. Un voyage en Antarctique et un voyage au Japon avec une petite incursion en Corée. Voilà. Je profite de ce moment des remerciements pour remercier Étienne Klein qui va nous rejoindre tout à l'heure et qui va partager avec vous. Et Étienne Klein sera présent sur la croisière en Antarctique et il va partager avec vous le message qu'il souhaite développer à l'occasion de cette croisière. Donc merci beaucoup. Et je remercie également Stéphane Dugast, qui est écrivain. Certains qui étaient là l'année dernière, il avait déjà participé avec nous à une présentation d'une croisière au Groenland, il y a 1 an et demi. Et donc Stéphane est écrivain et également secrétaire général de la Société des explorateurs. Il connaît très très bien ces zones. Et donc il va faire une conférence d'une 30aine de minutes pour vous donner envie de découvrir l'Antarctique. Voilà. Ces deux croisières, elles sont exceptionnelles. Parce qu'elles sont accompagnées de 4 personnalités exceptionnelles. Il y a l'Antarctique, où on souhaite vous emmener au bout du monde. C'est très loin l'Antarctique et on va vous l'expliquer. Et autour de ce voyage au bout du monde, on souhaite aborder un sujet avec Étienne Klein et Mathias Hénard. Mathias qui est écrivain, qui a reçu le prix Goncourt en 2015, et Étienne Klein qui est... philosophes, scientifiques, alpinistes, et qui vont nous aborder la notion d'aller au-delà des limites quand nous-mêmes nous allons nous déplacer aux limites de là où on peut aller quand on veut voyager. Et dans un tout autre registre, on va vous présenter une autre croisière qui aura lieu à la fin du mois de mars l'année prochaine au Japon et qui sera accompagnée par Fabrice Midal et Kamel Daoud sur un registre totalement opposé, puisque de l'extérieur vers l'Antarctique et des limites, on va se retourner vers l'intérieur sur une thématique qui est qu'est-ce qu'être soi et qu'est-ce que l'altérité. Donc c'est une approche qui est totalement différente. Évidemment, ce sont des accompagnateurs sur des thématiques autour d'un voyage qui reste tout à fait exceptionnel dans les deux cas. Pour présenter, moi je vais vous présenter un petit peu l'Antarctique, et puis pour présenter le Japon, et la Corée, il y a Solveig Placier, qui est une conférencière depuis des années, qui, avec Intermed, que certains connaissent très bien, je l'espère, et qui connaît excessivement bien le Japon et qui participera à cette croisière. Donc voilà, c'est Solveig qui vous présentera la partie Japon de cette soirée. Alors, moi j'ai quelque chose à vous dire sur l'Antarctique, qui est un voyage assez particulier. Alors il y a d'abord quelque chose de personnel que je voudrais partager avec vous, c'est que, à titre personnel, j'ai un penchant très fort pour ces voyages d'expédition et les pôles en général, puisque j'ai eu à l'occasion de mes 18 ans, j'ai eu l'occasion de partir avec une équipe du CNRS, des archéologues, qui partaient dans le Grand Nord canadien, sur l'île de Victoria, faire des fouilles archéologiques, et qui m'ont embarqué avec eux pendant 3 mois. Et c'est comme ça que j'ai découvert toute cette ambiance du Grand Nord, qui est quand même quelque chose d'absolument fantastique. Ensuite, j'ai découvert le Svalbard, qui est une autre version, plus au nord de nos zones européennes. Et puis, il y a 1 an, je suis allé en Antarctique. Je suis allé effectuer la croisière que nous allons vous proposer et qui est une version, évidemment, complètement au sud de la version des glaces qu'on imagine au nord, et qui est, quand on imagine les croisières au pôle Nord ou au pôle Sud, le Grand Nord, c'est absolument fantastique et fascinant. L'Antarctique, c'est totalement exceptionnel. Il y a quelque chose de totalement grandiose en Antarctique qui surpasse véritablement, et c'est vraiment l'expérience que je voulais partager avec vous, ce que l'on peut ressentir quand on va au Groenland, dans le Grand Nord canadien ou au Svalbard. Alors je crois qu'il y a un truc qui est assez particulier sur l'Antarctique, c'est que l'Antarctique, on n'y débarque pas comme ça en avion, en prenant un 747, 12 heures de vol, et puis boum, on arrive directement sur
le lieu qu'on doit découvrir. Il y a un cheminement pour aller en Antarctique. On va vraiment très très loin. Quand on arrive là-bas, on a vraiment un sentiment de bout du monde, mais on va mettre du temps pour y arriver. On va déjà aller sur Buenos Aires, donc il y a à peu près 12 heures de vol, avec une étape sur place. Ensuite, on va se déplacer sur Ushuaia, on rajoute facilement 4 heures de vol. C'est loin Ushuaia, hein. C'est plus loin que de Paris à Moscou. Et on découvre toute cette zone de la Patagonie, un petit peu, et puis on va embarquer sur un bateau pour 2 jours de mer. Et alors, on peut s'imaginer, pour passer évidemment le fameux passage du Drake et arriver au nord de la péninsule antarctique et découvrir cette zone. Et ce qui est important, en fait, c'est que ces 4 jours de voyage, quand on prend le départ Paris et l'arrivée véritablement en Antarctique, c'est un cheminement, en fait. Il y a un cheminement et on chemine petit à petit et on va découvrir à chaque étape un petit peu le lieu où l'on se rend. Et c'est très très différent que de débouler après 12 heures de vol à Tokyo et de plonger dans l'environnement japonais ou dans un autre environnement. Et ce qui fait de ce voyage quelque chose d'assez exceptionnel. Quand on arrive là-bas et qu'on a vécu cette transition qui est importante, il y a un mélange de 4 sentiments. Et j'en parlais avec Stéphane qui connaît mieux que moi, pour y être allé plusieurs fois, j'y suis allé qu'une seule fois. Il y a 4 sentiments. Il y a vraiment le premier qui est assez rare, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être allé au plus loin, du plus loin, du plus loin que l'on pouvait faire. On peut aller encore un tout petit peu plus bas, si le bateau le permet, mais c'est très difficile d'aller plus loin. Donc on a un sentiment de bout du monde, d'avoir fait un grand voyage. Ça, c'est le premier sentiment. Le second, qui est absolument magique, c'est il y a une immensité de glace qui est tout à fait exceptionnelle. Stéphane vous en parlera, et dans ce voyage, on vous en parlera beaucoup, mais il y a une calotte glaciaire sur l'Antarctique, sur le continent antarctique, qui va jusqu'à 2800 mètres de hauteur. Donc il y a une montagne de glace exceptionnelle qui crée des glaciers. Ces glaciers vèlent et donc créent des icebergs, et on est au milieu d'immensité de glace. On se retrouve avec des bateaux qui sont déjà assez grands, avec des icebergs qui sont 2 à 3 fois plus grands que le bateau. Donc il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Et avec cette glace, il y a aussi, en fonction de la météo, qui est assez changeante, il y a des couleurs. Les couleurs qui changent en permanence. Les icebergs, les glaces n'ont pas les mêmes couleurs. Enfin, c'est assez exceptionnel de voir ça et de se retrouver complètement dans cet environnement. Le troisième sentiment, et ça, je pense que quand on part, on ne s'en rend pas vraiment compte au départ, c'est qu'on est envahi d'une vie animale exceptionnelle. Alors ce ne sont que des animaux marins, il y a des oiseaux, beaucoup d'oiseaux, tout au long du passage du Drake. En arrivée, il y a des pétrels, des albatros, des sternes et beaucoup d'autres. Faut vraiment partir avec ses jumelles. Même si le bateau en met à disposition, il faut vraiment en avoir 2 par cabine, c'est absolument exceptionnel. Vous avez des phoques, des léopards des mers, des éléphants de mer, c'est tout à fait... et on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Évidemment, on voit beaucoup de colonies de manchots. Il y a plusieurs types de colonies de manchots. Moi, j'ai eu la chance d'en voir 3-4 différents. On a vu des manchots empereurs, ce qui est assez rare, donc il y a quand même une très grande émotion. Et puis alors, il y a le festival des baleines. Ça, c'est exceptionnel. On voit des baleines partout, beaucoup de baleines à bosse. On a vu des orques. Donc il y a une vie... on ne s'ennuie pas parce qu'en fait, il y a une vie animée autour du bateau. Et finalement, le dernier élément que je voulais partager avec vous, avant de vous passer un petit film qui retrace ce voyage, c'est qu'on y croise aussi notre propre histoire. Parce que tout au long des lieux où on passe, alors il n'y en a pas partout, il y a des anciens baraquements, il y a des nouveaux baraquements de missions scientifiques. Certaines sont encore en activité. Il y en a une où on devrait se rendre, où il y a même la Royal Mail, où vous pouvez envoyer une carte postale depuis l'Antarctique à vos familles, c'est assez rigolo. Et puis il y a des vieux baraquements qui ont été abandonnés et qu'on peut visiter. Et là, on voit comment des scientifiques, dans les années 50, 60, jusque très récemment, ont vécu et avec quoi ils vivaient, et leur matériel, etc. Donc on y croise également une histoire. Et ça, c'est assez chouette comme voyage. Donc c'est pas uniquement du paysage, c'est un ensemble de vie, une transition vers le bout du monde avec une histoire commune que l'on a avec nous. Voilà. Donc, on vous a préparé un film. Le film que vous allez voir, c'est le film du voyage que j'ai effectué. Donc, c'est un vrai film. C'est pas du tout un montage marketing. C'est une vraie réalité
de là où vous allez éventuellement vous rendre avec nous. À l'exception du fait que le bateau sur lequel je suis parti n'est pas le bateau que nous vous proposons. C'est pour ça qu'à la fin du film, vous allez avoir des photos et une vidéo du bateau que nous avons choisi pour vous, et je vous expliquerai à la fin pourquoi nous avons choisi ce bateau de la compagnie Swan Hellenic. Merci. Le voyage vers la glace est une quête interminable. Une étrange confrontation avec le mystère d'une nature grandiose qui dicte ses lois et pousse l'homme à ses extrêmes. Je m'interroge pourtant sur cette attirance. Est-il possible que je désire secrètement un hivernage ? Alors oui, l'hivernage me hante, me tente, me fascine. J'ai lu tant de récits d'explorateurs pris dans les glaces à travers les âges qu'à mon tour, je désire connaître l'immobilité, le silence et l'isolement absolu. Ça y est, premier jour en Antarctique, let's go! Oui, bon matin passerelle. Je suis sur Bering, all check, all good. Semblant, regardez, c'est toujours les mêmes qui travaillent. Magique, le monde du silence. Un moment exceptionnel. À Neko Harbor, le continent, une belle journée, la baie d'Andvord avec une visibilité juste incroyable. Dix passagers sur Magellan, je commence d'Azot Cruz.
D'où vient donc cette étrange attirance de ces régions polaires, si puissante, si tenace, qu'après en être revenu, on oublie les fatigues morales et physiques, pour ne songer qu'à retourner vers elles.
Voilà. Comme vous avez vu, il y a des morceaux de glace qui sont bien plus grands que les bateaux. Donc voilà, donc la dernière partie, c'est le SH Vega, qui est le bateau que nous avons choisi pour vous. Voilà pourquoi nous avons choisi ce bateau. C'est un bateau d'expédition. Enfin, tous les bateaux qui vont dans cette zone sont des bateaux d'expédition. Ce ne sont pas des brise-glaces, c'est des bateaux qui arrivent à casser la glace, mais d'à peu près une quarantaine de 60 cm, pas au-delà. Mais c'est des bateaux qui sont complètement équipés pour ces navigations lointaines. Il y a évidemment tout à bord est prévu avec également un service médical, mais c'est des bateaux surtout qui ont été conçus pour permettre à tout moment d'avoir une visibilité exceptionnelle sur les lieux que l'on croise. Donc vous avez vu la salle de conférence à un moment, vous avez des vitres absolument fantastiques, vous n'êtes pas dans une salle de cinéma comme ici. Vous pouvez, et en fait c'est très important parce que comme on croise une vie animale et comme on croise des choses absolument exceptionnelles, même au milieu d'une conférence, il y en a beaucoup, il y a parfois l'idée de sortir, aller voir des baleines et puis revenir ensuite à la conférence. La plupart des cabines que vous nous proposons sont avec des balcons, ce sont de très belles cabines avec des balcons et ça fait partie de la très belle expérience de l'Antarctique. Et puis, il y a un truc qui n'est pas sur tous les bateaux, et c'est hyper important, c'est-à-dire que vous avez au pont 7 et au pont 8, vous pouvez faire presque le tour du bateau en étant en extérieur. Et ça, c'est important, parce que quand on voit des baleines, et quand on voit des baleines chassées en groupe, etc., eh bien, elles sont un peu devant le bateau, et puis elles passent derrière, et puis elles tournent de l'autre côté, et donc, en fait, tous les passagers, à peu près une centaine, font le tour en même temps, et donc ça permet de suivre le spectacle. Et c'est pas, et donc ça évite de revenir dans le bateau, de courir à l'avant ou courir à l'arrière. Donc c'est des bateaux qui ont été pensés pour ça, et pour l'avoir vécu, c'est vraiment très important, ça participe vraiment du succès du voyage. Donc, comme je voulais préciser, je vais le faire rapidement, deux grands orateurs, Étienne Klein et Mathias Sénard, et je vais surtout laisser Marie-Madeleine Rigopoulos, qui va faire une table ronde avec Étienne Klein, vous exposer le sujet que l'on souhaite rajouter à cette croisière, qui est la notion du dépassement des limites, en sciences et en littérature. Et moi, je vais me concentrer pour vous donner un petit peu d'informations sur le voyage. Comme vous le voyez, on arrive à Buenos Aires, après en venant de Paris, là, à peu près ici. Là, il y a une journée à Buenos Aires, on s'acclimate un peu avec l'Argentine. On rejoint le lendemain matin Ushuaia, après un vol de toute la matinée. On déjeune à Ushuaia et ensuite on embarque en fin d'après-midi d'Ushuaia. Et ça, c'est absolument super. Tous les bateaux partent, il y a 7-8 bateaux qui partent. Il y a une dizaine de bateaux sur la zone à peu près en permanence. C'est très grand ça, hein. Donc en fait, les bateaux ne se croisent pas, mais les bateaux partent en fin de journée. Et donc vous passez le canal Beagle ici. Pendant plusieurs heures, il y a à peu près 4-5 heures de navigation pour quitter les côtes de l'Argentine et descendre, rejoindre les Shetland, puis la péninsule antarctique. En gros, vous avez une première journée de mer qui vous met à peu près ici, avec la nuit et la journée. Et la journée va être ponctuée de beaucoup de conférences, de naturalistes, des spécialistes d'Antarctique, des glaciologues et nos conférenciers Étienne Klein et Mathias Sénard. Donc c'est une journée où on ne s'embête pas et on chemine petit à petit vers le Grand Sud. Et puis quand on va arriver vers ici, il y a ce qu'on appelle la convergence antarctique. C'est le lieu où l'océan Atlantique rencontre l'océan Antarctique. Comme dans l'océan Antarctique, il y a beaucoup d'eau douce qui s'écoule, qui vient de la calotte glaciaire, ça fait un lieu de rencontre. En fait, les couleurs changent. Donc c'est assez rigolo de s'en rendre compte. On le découvre à peu près ici. Et la deuxième journée, ce qui est très très chouette, c'est pour ça que je vous parle d'un cheminement, c'est qu'en fait, l'Antarctique, ça commence ici. C'est-à-dire qu'ici, on commence à voir des icebergs, on commence à voir un peu de faune, on voit des oiseaux, beaucoup d'oiseaux, et puis on voit les Shetland au loin, et puis on s'en rapproche, et puis on va les longer, pour arriver sur la péninsule, et vous allez naviguer ici. Alors, en Antarctique, il y a un programme plus ou moins prévu, qui est toujours adapté en fonction de la météo, parce que sinon ça n'a aucun sens de vous emmener là où ce n'est pas tout à fait adapté. Et les bateaux qui sont là-bas sont en communication pour ne pas se gêner. Donc en fait, on ne voit jamais les autres, ce qui est très très agréable. Voilà, alors ce qui est plus ou moins prévu, c'est de vous emmener ici, à peu près dans cette zone-là, sur une baie qui s'appelle la Curtis Bay. Ensuite, dans cette petite profondeur ici qui s'appelle Beko Harbor. Vous l'avez vu tout à l'heure quand dans
dans le voyage. C'est là où vous voyez cette grande masse de neige et tous les passagers qui montent sur la neige comme ça pour prendre un peu le point de vue. C'est à cet endroit-là que nous l'avons fait. Et puis on va aller ensuite dans cette zone-là pour rejoindre Port-Lockroy, où on va naviguer ici. Donc ça, c'est à peu près 3 jours. Et puis ensuite, on va remonter vers une zone qui est très intéressante, qui s'appelle l'île de la Déception, qui est ici, où on voit, c'est là où on voit beaucoup d'animaux, et en particulier des éléphants de mer. Et puis rejoindre a priori cette baie avant, donc ça fait à peu près 4 jours et demi avant de repartir. Et puis là, on s'éloigne petit à petit de l'Antarctique avant de revenir vers Ushuaia. Et alors là, c'est, comme disent les Anglais, cherry on the cake, si jamais il fait beau. Et ça c'est évidemment en fonction de la météo. Ce que font à peu près tous les opérateurs, c'est de passer par le Cap Horn pour vous permettre de voir le Cap Horn et de devenir plus ou moins capornier. Voilà. Et ça, c'est en fonction de la météo avant de rejoindre Ushuaia. Donc voilà pour l'itinéraire. Ce que je disais sur le bateau, et ça c'est très important, vous voyez, ici vous avez le pont 8, et ici vous avez le pont 7, et vous naviguez très bien entre les deux, et ça vous permet de vraiment pouvoir suivre tout ce que l'on découvre de ces deux ponts-là. Ça, c'est hyper important. Vous avez aussi un petit point d'observation qui est devant, qui est assez sympa, mais de toute façon, on passe nos journées à se couvrir, sortir, regarder. Une journée typique en Antarctique, ce sont 2 sorties par jour. Donc après le petit déjeuner, vous avez une première sortie en Zodiac. On débarque à terre ou on ne débarque pas à terre en fonction du programme. On revient déjeuner à bord. Il y a une deuxième sortie qui est prévue l'après-midi. Et puis ensuite, on revient à bord avec le restaurant qui est génial, l'apéritif, un bar sympa, et puis les animations et les conférences qui continuent. Voilà. Et puis c'est un bateau qui est de très très grande qualité. On est vraiment sur un bateau du niveau du Ponant. Donc vous êtes vraiment très, très agréablement hébergé. Voilà. Pour terminer, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu dans la présentation, on vous propose, pour ceux qui le souhaitent, arriver un petit peu en avance sur Buenos Aires, de vous organiser, alors attendez, hop, je me suis trompé, de vous organiser, si vous le souhaitez, 1 ou 2 journées sur Buenos Aires, parce qu'il y aura, dans notre programme, on arrive le matin, il y a une journée complète après une nuit de vol, donc on pourrait améliorer ça si vous le souhaitez, et on vous propose 2 extensions, évidemment tout ça est au choix, soit de partir tout au nord, à la frontière du Brésil et du Paraguay, sur les chutes d'Iguassou. C'est assez exceptionnel, les chutes d'Iguassou. C'est là où a été tourné le film Mission. C'est là où se passe le film Mission avec il y a Jeremy Irons, Robert De Niro, voilà. Ou de partir sur la cordillère des Andes, sur Salta, et donc de passer 4 jours au pied et de grimper un petit peu sur la cordillère des Andes. Voilà. Voilà à peu près notre programme pour l'année prochaine. Ça démarre le 1er mars jusqu'au 13 mars ou jusqu'au 16 ou au 17 en fonction des options que vous souhaitez prendre. Merci beaucoup pour votre attention. Stéphane, je vais te passer la parole. Et l'appareil. Eh bien, bonjour. Je ne sais pas si vous avez votre billet, mais je ne serai pas avec vous. Mais moi, j'ai envie d'être avec vous, là. Je m'appelle Stéphane Dugast. Je suis auteur, réalisateur et explorateur à ma façon. Cette destination que Hervé vient de nous présenter, j'ai eu la chance de la faire. J'étais en train d'essayer de calculer. C'est indécent. Je crois 8 fois. Et je vous prie de croire que tout ce qui a été dit est vrai. Je rajouterai juste, je me permettrai, Hervé, de rajouter que c'est, je pense, une destination qui vous fait encore plus sentir en vie, qui vous connecte encore plus avec la nature. Et je rajouterai dans les ressentis, je rajoutais des sens. On n'en a pas parlé, la vidéo ne nous le montre pas. Il y a des odeurs, puisque les manchots ont des odeurs qui sont, ma foi, pas les plus agréables, mais il y a d'autres odeurs. Il y a les odeurs de glace, il y a des odeurs de froid. J'ai du mal à le décrire, mais je pense que sur vos carnets de bord, je vous encourage vraiment à prendre un carnet de bord, à prendre un crayon et à écrire chaque jour ce que vous allez vivre. Je vous encourage aussi vivement à prendre un bon appareil photo,
pas seulement votre téléphone portable, parce que les animaux sont souvent un petit peu loin. Et juste pour un dernier point technique, vous n'aurez pas le droit d'avoir des drones. Néanmoins, il y a une petite astuce que je me permets de vous donner. Vous savez, avec les petites perches, vous pouvez aller chercher un petit peu au ras de l'eau des choses que les autres ne pourront pas aller chercher. Voilà pour mes petits tips. Moi, je vais vous donner un petit peu d'autres renseignements. Donc je vous disais, j'oubliais. Je vous disais donc il y a les odeurs, mais il y a aussi le bruit. Là, dans la vidéo, on l'a un petit peu entendu, et c'est tout bonnement passionnant. Et dernier des sens qui est sollicité, c'est le toucher. Ce que vous allez voir, il fait froid sans faire froid. Quand le vent se lève, il peut faire froid. Donc vous avez l'épiderme de la peau qui peut être un petit peu froissé. Néanmoins, on va vous expliquer comment vous habiller. C'est un petit peu comme au ski l'hiver. Et vous avez aussi ces sensations. En tout cas, moi, j'adore toucher la pierre. Et c'est une région incroyable. Voilà pour mes petits conseils. Mais je ne suis pas là pour vous parler conseils. Je suis là pour vous parler histoire du pôle Sud, avec une conférence qui s'appelle Polar Circus. Et cette conférence Polar Circus, elle a inspiré de beaucoup de mes travaux. Vous avez compris, j'ai eu la chance d'aller en Arctique et d'aller à nombreuses reprises en Antarctique. Et cette conférence s'appuie sur des travaux, puisque je suis notamment le biographe d'un explorateur connu des plus de 50 ans, Paul-Émile Victor. Je vous dis ça parce que généralement, je fais des conférences aussi en collège et en lycée, et malheureusement, les moins de 50 ans ne connaissent plus Paul-Émile Victor. Et vous voyez, Polar Circus, sur votre droite, c'est aussi un livre où je me suis intéressé aux explorateurs, cocorico, français. Et j'ai décidé de raconter aussi bien l'Arctique et l'Antarctique et les explorations depuis l'Antiquité. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai aussi embarqué sur l'Astrolabe, qui était le bateau. Et il a un successeur qui part de Hobart et qui va en Terre Adélie, de l'autre côté. Alors, ce n'est pas le côté touristique, ce n'est pas la péninsule. Et puis, un dernier livre où là, j'ai plongé dans les archives pour m'intéresser à ces explorateurs. Il est sympa, mon gars, là. Hein. J'espère que vous aurez la banane comme ça, quoi. Et c'est ça, l'Antarctique. En tout cas, c'est un exhausteur de sens. Je voulais juste commencer par le pionnier. Alors, vous allez me dire... Pour les férus d'histoire, Pythéas, Stéphane, t'es gentil, c'est l'Arctique. Et vous avez raison. Donc, nous sommes en moins 380 avant Jésus-Christ, et figurez-vous que Pythéas, de Marseille, Massalia, va aller faire une expédition aux confins du monde. Donc vous imaginez bien que le monde, en moins 380 avant Jésus-Christ, la connaissance du monde est quand même assez étroite. En tout cas, pour les Phéniciens et les Grecs, ça se cantonne à la Méditerranée. Je vous encourage, avant ce voyage, à beaucoup lire, à vous procurer des livres, à regarder aussi des films sur les explorations polaires. Et sur Pythéas, vous apprendrez plein de choses. Donc Pythéas, il a exploré l'Arctique. Il va lui donner le nom. Donc l'Arctique, le pôle Nord, Arctos. Arctos, c'est en référence à l'ours. Donc c'est assez facile. Si vous croisez un ours, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne croisière, vous êtes en Arctique. Compris ? Et si vous êtes anté-arctique, anté le contraire de l'Arctique, là vous êtes sur la bonne croisière. Pourquoi on a baptisé l'Arctique, l'ours ? Je viens de vous l'expliquer, il y a l'ours polaire. Donc il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique, vous avez vu les manchots. C'est une référence aussi aux constellations, pour ceux qui aiment le ciel. Quand vous regardez le ciel, vous voyez la grande étoile, vous voyez les constellations de la grande ours et de la petite ours dans l'hémisphère nord. Et juste un petit peu au bout de la casserole, vous avez une étoile qui brille tout le temps. On l'appelait l'étoile du berger, l'étoile polaire. Et donc la constellation de la grande ours, avec cette étoile polaire qui indiquait à coup sûr le nord pour Pythéas, pour les Vikings et pour les fiers navigateurs, a donné le nom Arctique pour le nord et Anté-Arctique, Antarctique pour le sud. Ça, c'est pour briller dans les dîners. Et donc, les manchots sont au nord. Les pingouins sont au nord, vous voyez, je me suis trompé. Et les manchots, dont Hervé nous en a parlé, le manchot empereur, le manchot papou, etc., sont au sud. Bref, passons. Donc, Pythéas, moins 380 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Un petit peu, je vous ai mis une carte, mais là, ça vous intéresse moins de comment on imaginait le monde, mais les Grecs, qui étaient des mathématiciens, qui étaient des astronomes, qui étaient des savants, savaient que s'il y avait une masse terrestre avec des océans au nord, il devait y avoir quelque chose qui équilibrait au sud. Donc ils avaient conscience de la sphérité. Je ne vais pas tout vous raconter de l'histoire de Pythéas, parce que Pythéas, il est allé au nord pour des raisons économiques,
déjà, pour aller chercher de l'ambre notamment, mais aussi pour calculer au jour du solstice d'été la latitude, ce qu'il va faire avec les moyens du bord. Et il va commencer, en tout cas les Grecs vont commencer à nous cartographier le monde. Inutile de vous dire que toutes ces connaissances vont, pendant les siècles suivants, être très balbutiantes. Très, très, très balbutiantes. Là, je vous propose la vue. J'ai fait un bond dans l'histoire de 20 siècles. Nous sommes au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, voilà un petit peu la représentation qu'on se fait du monde. Vous voyez que le continent nord-américain est très exagéré. Et vous voyez surtout en dessous le continent antarctique, parce qu'on a conscience que c'est un continent qui est très très exagéré. Qui va aller explorer ces zones? C'est compliqué. On est toujours assujetti à une technologie, les bateaux sont à voile, il n'y a pas d'avion évidemment, et donc pour aller explorer l'Antarctique, je vous présente un des précurseurs. Alors, normalement, quand vous êtes français, que vous avez embarqué sur des bateaux, parce que dans une autre vie, j'étais reporter pour la Marine nationale, vous détestez les Anglais. C'est normal. Ils nous ont mis des pâtés, des ratatinés. Je ne vous parle même pas de Marcel Kébir de la Seconde Guerre mondiale. Mais néanmoins, je dois reconnaître que James Cook, c'est la classe. James Cook, nous on a eu Louis-Antoine de Bougainville notamment, on en a eu d'autres. Mais James Cook, je vous le présente parce que James Cook, il va faire pendant son deuxième voyage. Alors le deuxième voyage, avec la résolution, c'est en vert. Et vous voyez que ce deuxième voyage, il va aller très très bas. Il va faire un tour du monde. Donc, James Cook, il a fait pour mémoire 3 tours du monde, 3 voyages. Il en est revenu, sauf au 3e, intact. Il a fait progresser la science, il a fait progresser la connaissance du monde, et surtout, il a été à la rencontre des gens. Donc, on le connaît principalement pour ses expéditions, notamment dans le Pacifique, parce que c'est une zone qu'il a vraiment, vraiment explorée, qui était une zone pour nos amis ennemis british, une zone très très importante. Et contrairement à nos explorateurs, il s'est approché, vous le voyez, je vais y arriver, il s'est approché du cercle antarctique. Il pressentait qu'il y avait un continent, parce que je vous rappelle que l'Arctique, c'est un océan gelé entouré de terre, avec une banquise qui se forme, qui épaissit l'hiver, qui s'agrandit. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le dérèglement climatique et les changements climatiques, cette banquise est en train de se rapetisser. Et le continent, l'Antarctique, à l'inverse, c'est une île, apparemment composée en 2 morceaux, d'après les dernières études, mais qui est recouverte de glace. Donc Hervé nous le disait, avec une glace qui monte jusqu'à 2800 mètres d'altitude. Je ne sais pas si vous savez où est l'autre calotte glaciaire sur cette planète. Quelqu'un a une idée? Je vous réveille. Hein. Parce que vous êtes déjà dans votre voyage à vous dire, l'autre calotte glaciaire, c'est un pays dont on a beaucoup parlé. Notre ami, entre guillemets, Donald Trump le revendique. C'est le Groenland. Alors, juste parenthèse, Groenland, Greenland, la Terre verte. Il y a un peu de verte, certes, mais il y a beaucoup de blanc. C'est aussi une destination que je vous conseille. J'y suis allé plein de fois, mais bref, il faudrait que je fasse une autre conférence. Et c'est les Vikings qui ont donné ce nom-là, mais je vous raconterai une prochaine fois. Revenons à James Cook. James Cook va découvrir, s'approcher, mais la banquise va l'en empêcher, de ce continent antarctique. Je vous ai remis une petite carte. C'est vraisemblablement, vous voyez le trajet qu'il a fait. Et vous comprenez à la forme sinusoïdale du trajet qu'il est à la voile, hein, et qu'à la voile, il essaye de s'approcher, mais que la barrière tout autour du continent antarctique, vous avez une banquise qui est assez épaisse. Donc ce que nous a présenté tout à l'heure Hervé, et vos prochaines vacances, je vous envie, c'est ici. Là, vous avez le passage de Drake, ainsi surnommé en l'honneur de Sir Francis Drake, encore un anglais, perfide Albion. Et Sir Francis Drake, au 16e ou 17e, si ma mémoire est bonne, il est l'un des premiers à être passé entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Alors, ce que n'a pas dit Hervé, c'est que le Drake, il a une mauvaise réputation. Le Drake, les Anglais disent Drake Lake, or Drake Sheck. Soit c'est un lac,
soit ça remue dans tous les sens. Pour ceux qui sont sujets au mal de mer, je vous rassure, je suis allé faire ce voyage avec ma femme qui, dès qu'il y a 2-3 vagues, elle est malade. Mais là, elle n'a pas été malade, puisque comme l'a dit Hervé, ce voyage en Antarctique, il y a une destination certes, mais c'est tout un chemin. Donc soyez rassurés, ça peut secouer, mais vous êtes sur un bateau 5 étoiles, j'ai vu, et ça devrait le faire. Tout ça pour vous dire que la zone, elle est, compliquée, et les hommes vont mettre du temps à l'explorer. Je vous propose une carte, juste on est à la même époque que James Cook. Voilà un petit peu aussi ce qu'on supposait, ce qu'on supputait sur l'Antarctique. Cocorico, vous avez compris, je suis hyper chauvin. Donc, je vous présente Jules Sébastien César Dumont d'Urville. Pour ceux que ça intéresse, sa sépulture est au cimetière Montparnasse. Alors, elle est facile à trouver. Si vous êtes côté rue de la Gaîté, vous rentrez dans le cimetière et sur la gauche, vous allez voir un grand phallus, enfin un grand monument, et c'est la tombe de Jules Sébastien César Dumont d'Urville. Dumont d'Urville, 1840, français, et Cocorico, c'est le premier, en tout cas, qui va poser le pied sur le continent antarctique, sur l'île des Pétrels. Alors, c'est le premier, nos amis russes contestent un petit peu cette découverte, puisqu'ils avaient un Bellingshausen, un Prussien qu'ils avaient engagé dans leur marine qui était commandée par l'amiral de Traverset, lui-même français, et marin qui avait quitté la France parce qu'il était noble et que la révolution avait eu lieu. Toujours est-il que Dumont d'Urville pose le pied et revendique la découverte de l'Antarctique. Donc nous, Français, on dit que c'est Dumont d'Urville. Il a laissé un legs, puisqu'il a baptisé la petite terre qu'il a découverte Terre Adélie, en hommage à sa femme Adèle, qui déjà devait supporter ses absences. Donc c'était quelqu'un de très engagé, très fidèle, très amoureux, parce qu'à l'époque, donner un nom d'une terre en hommage à sa femme, on imagine qu'on a une sensibilité assez élevée. Et cet explorateur que tous les petits Français devraient connaître, malheureusement, est un peu tombé dans les oubliettes de l'histoire, car figurez-vous qu'après son retour, il est décédé non loin d'ici, entre Versailles et Paris, dans la descente à Meudon. Il faisait partie des premiers passagers d'un train. Il a fait partie de l'accident ferroviaire le plus meurtrier et le premier en France. Bref, c'est aussi une histoire que je pourrais vous raconter pendant des heures. Et c'est un de nos grands explorateurs. Alors on est toujours, vous le voyez, avec une marine à la voile. Je dis une marine à la voile parce que là, par rapport à votre navire 5 étoiles, l'approche, les vents, les glaces, les icebergs, il n'y a pas de radar et on faisait un petit peu tout à l'estime. Et surtout, nos explorateurs avaient des fois un courage formidable et avaient des intuitions formidables. Voilà pour Dumont d'Urville. Néanmoins, vous voyez que dans la cartographie de l'époque, le continent austral, comme on l'appelait, Terra Australis Incognita, je ne vous le traduis pas, la carte était encore assez mal dessinée. Donc voilà notre ami Dumont d'Urville. Je vous fais un bond. Dans la vidéo tout à l'heure, ceux qui ont été attentifs, vous avez entendu une phrase à la fin de la vidéo, avant qu'on vous présente le bateau. D'où nous vient cette étrange attirance? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Une phrase qui était très poétique. Cette phrase, le crédit, c'est Jean-Baptiste Charcot, 2 expéditions phares en péninsule antarctique. Il va vraiment aller aux endroits où vous allez aller. Charcot, je pense que vous le connaissez, vous êtes nombreux à le connaître. Le fils de Jean-Martin Charcot, qui devient médecin comme son père, qui va gagner 2 épreuves aux Jeux Olympiques, rugby et aviron, donc champion olympique, et qui, à la mort de Jean-Martin Charcot, donc Jean-Martin Charcot qui donnera son nom à la maladie de Charcot, grand ponte de la Salpêtrière, et Jean-Baptiste, à la mort de papa, décide de devenir explorateur. Il décide de devenir explorateur, et contrairement à ses camarades britanniques, norvégiens, que je vais vous présenter un petit peu tout à l'heure, Jean-Baptiste Charcot, il va dédier sa vie à une exploration, j'allais dire, scientifique. Il n'est pas là pour être le premier au pôle Sud, il n'est pas là pour montrer les biscottos, il est là avec tout un équipage, ces bateaux s'appellent le Pourquoi pas, pour explorer, en l'occurrence, ses premières expéditions, il se fait repérer en péninsule antarctique, puisqu'on a une connaissance au début du XXe siècle
quasi nul, en tout cas, de la faune, de la flore, des glaces. Et Jean-Baptiste Charcot réussit un tour de force énorme, c'est qu'il va organiser 2 hivernages. Il va prendre son bateau. Le premier il va le baptiser Le Français, parce que c'est un journal qui va l'aider, qui s'appelait Le Français. Et après, il viendra avec le Pourquoi pas, et il va se tanker dans les glaces avec ses hommes d'équipage, avec ses scientifiques, et il va observer, il va dessiner, il va enregistrer, et il va nous raconter tout ça. Donc Charcot, c'est vraiment le gentleman polaire, comme on l'appelle. Alors, gentleman polaire, c'est un surnom que lui ont donné les anglo-saxons. Et vous n'êtes pas sans savoir maintenant que je suis assez dubitatif avec les compliments, surtout quand ils viennent de la part des Anglais. Et j'ai enquêté, et je vous prie de croire qu'en fait, Jean-Baptiste Charcot, c'est un vrai gentleman, puisqu'en fait, les Britanniques étaient impressionnés par ce Français qui arrivait à se faufiler dans les glaces avec un bateau au moteur poussif, qui durait sur place, qui était adoré de ses hommes, et qui en plus, grande classe, quand il se croisait entre explorateurs, Jean-Baptiste Charcot était toujours d'un panache et d'une élégance en disant « Allez-y en premier, j'irai après, etc. etc. » Et nos amis anglais, donc voilà le pourquoi pas, un 3-mâts, et pour ceux qui aiment un petit peu la technique, qui est propulsé au cas où par un moteur de 5 chevaux. Bon bref, une tondeuse quoi. Et Jean-Baptiste Charcot, le gentleman polaire. Donc vous voyez que la carte du pôle sud, du Sud Polar Carte, pour cette carte allemande, on commence à avoir une idée un petit peu plus précise. Et là, c'est une histoire renversante. Scott, d'un côté. Donc Scott, c'est le monsieur avec l'uniforme de la Royal Navy. Amundsen, de l'autre côté, un Norvégien. Et là, contrairement à Charcot, en 1911 et 1912, c'est la grosse compétition. Qui sera le premier à atteindre le pôle sud? On n'y est pas parvenu. On y est parvenu dans le nord, mais c'est aussi rocambolesque entre un autre Scott et un Perry. Apparemment, après avoir consulté les archives, on se rend compte que ni l'un ni l'autre ne serait allé au pôle nord et que c'est même le serviteur de Scott. Je dis le serviteur puisqu'il était noir, nègre comme on disait à l'époque, Matthew Hewson, qui serait allé le plus près du pôle nord. Bref, vous comprenez qu'au début du XXe siècle, la conquête des pôles, elle excite tout le monde, surtout les médias, les journaux, parce que les journaux sont les médias qui sont les plus prisés. Et toujours est-il que cette compétition entre Scott et Amundsen, c'est une des grandes tranches de l'histoire polaire. Donc, pour mémoire, le continent antarctique, sur lequel vous allez aller, Amundsen, qui se prépare, on va dire c'est l'outsider. Il se prépare, il a fait beaucoup d'expéditions au Groenland, beaucoup d'expéditions en Arctique. Il s'est beaucoup rapproché des Esquimaux, comme on les appelait, des Inuits. Il est pour une expédition assez légère, avec des traîneaux à chiens. Il sait que pour aller à un endroit, le pôle Nord en l'occurrence, pour pénétrer dans le continent, faire 1000 km, il faut emmener la nourriture sur les traîneaux, il faut aller le plus vite possible, et une fois parvenu sur place, il faut revenir, et en revenant sur place, il faut même des fois parfois tuer les chiens pour être le plus léger possible, puisque y aller c'est bien, mais au retour c'est compliqué. Et de l'autre, vous avez l'ami Scott, l'officier de la Royal Navy, avec tout un pays qui a mis des moyens colossaux pour son expédition. Et cette expédition, je vous montre l'issue, c'est une expédition incroyable, il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de films qui lui ont été consacrés. Donc je vous disais, Amundsen, et c'est le drapeau norvégien qui va flotter, donc c'est Amundsen le grand gagnant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arrivant, ils vont dresser une tente, ils vont écrire un mot, et Amundsen va écrire le mot « Je crois être le premier à avoir atteint le pôle sud ». À celui qui verrait ce mot, cela prouvera que je suis le premier à atteindre le pôle sud. Et cette expédition, vous voyez, je vous ai mis quelques chiffres, alors il faut avoir de bons yeux. Ça, c'est le départ de Scott ici, qui est parti le 1er novembre 1911. Et ça, c'est le départ d'Amundsen, qui lui est parti le 19 octobre 1911. Donc on a pratiquement 300 km d'écart. Ça, c'est une banquise assez terrible à franchir. Et après, vous imaginez, il y a du dénivelé, puisque là, on vous disait tout à l'heure que ça culminait jusqu'à 2800 mètres d'altitude. Et Amundsen, le roi, l'équilibriste, arrivera au pôle Sud le 14 décembre 1911, tandis que Scott y arrivera le 17 janvier 1912. Là où c'est terrible, c'est qu'Amundsen va revenir vivant, intact,
et va triompher en étant le découvreur du pôle Sud. Et là où c'est terrible, c'est que Scott et ses camarades, un premier, Evans, Oates, et les 3 derniers vont décéder ici, à quelques 80 km du camp de base, épuisés, affamés et parce que trop chargés. En tout cas, c'est une épopée, on est dans l'âge héroïque de l'exploration polaire, celle qui nous a fait rêver, et comme celle d'Ernest Shackleton, qui est mon dernier ou avant-dernier explorateur que je voulais vous présenter ce soir. Et lui, Sir Ernest Shackleton, qui avait prévu d'aller au pôle Sud, vous avez compris qu'Amundsen lui est passé devant, il va faire une expédition insensée, dont vous avez peut-être tous entendu parler. Son bateau s'appelle l'Endurance, et son bateau, l'Endurance, va être pris dans les glaces, et va s'en suivre une épopée incroyable. Je vous ai montré, et je vais vous montrer la carte, puisque son bateau il part de la Géorgie du Sud, un endroit incroyable, des stations de baleiniers, et son bateau va être pris dans les glaces, et son bateau va tellement être pris dans les glaces qu'ils vont être obligés de l'abandonner. Et c'est avec ces hommes et ce petit canot, baptisé le Cairn, qui vont essayer de s'échapper. Et vous voyez, le bateau est pris dans les glaces ici, et ça va être toute une épopée pour rejoindre sur la glace d'abord en pointillé, et ensuite en prenant la mer, avec un seul sextant, des gens qui sont voués à disparaître. Et Shackleton est maintenant devenu un exemple de management, puisqu'en fait Shackleton a réussi à ramener tout le monde à bon port. Pour vous la faire simple, ils arrivent en Géorgie du Sud, ils pensent être sauvés, sauf pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire ou qui ont la chance peut-être d'aller en Géorgie du Sud. Quand vous arrivez au sud de la Géorgie du Sud, c'est des grandes falaises et c'est des montagnes. La station balnéaire, elle est tout au nord. Ni une ni deux. Shackleton laisse la majeure partie de ses hommes. Ils sont habillés avec des pulls en laine, ils sont habillés avec des brodequins en cuir. Il va escalader ces montagnes qui culminent de mémoire jusqu'à 3000 mètres d'altitude, aller chercher le secours de l'autre côté, pendant que ses camarades attendent, dire à ses camarades de surtout pas se disputer, qu'ils vont revenir. Et l'épopée du retour va être compliquée, puisque je crois qu'il devra attendre 5 ou 6 navigations avant de retrouver ses camarades. C'est une expédition incroyable, des films, des livres. Une nouvelle fois, je vous encourage vraiment, avant de faire ce voyage, à vous nourrir de cette littérature et même de ce cinéma polaire. C'est tout bonnement passionnant. Je fais un bond dans le temps pour finir. Je vous présente, je ne sais pas si vous le reconnaissez, alors moi je le reconnais bien parce que je suis le biographe. Donc, Paul Émile Victor, je l'ai pris dans une position un peu relaxe, fumant la pipe. Ça c'est... Ouais, alors c'est une coquetterie que je fais quand je vais faire un voyage polaire, j'emmène une pipe. Je ne fume pas d'habitude, mais fumer une pipe au bastingage du bateau en regardant les glaces, je trouve que, et en buvant un verre de vin, je trouve que c'est la classe totale. Mais bon, c'est personnel. Un autre tips pour vous, messieurs, dames. Et Paul-Émile Victor, je ne vais pas vous raconter toute sa vie, né en 1907 dans le Jura, connu pour ses expéditions au Groenland, d'où ma connaissance du Groenland, parce que j'ai fait de nombreux voyages dans ses pas au Groenland, mais aussi, après-guerre, connu pour avoir mis en place les expéditions polaires françaises, les EPF, avec comme intuition d'aller faire des études sur les glaces, sur la météorologie. Ça va être des trous dans la glace qu'on va faire, et au final, on va comprendre le climat de notre planète. Et ces expéditions polaires françaises vont nous permettre un petit peu d'avoir une idée beaucoup plus précise du continent antarctique. Je vous ai mis une carte ce soir en russe. Là, vous avez la base de Rostov. Je vous ai mis cette carte puisque dans les années 50, dans les années 60, 70, 80, c'est la guerre froide. Le mur de Berlin n'est pas tombé. Mais sur ce continent, les Russes, les Popov, comme je les appelle, les Ricains, les Américains, les Français, les Norvégiens, les Anglais vont coopérer et vont faire de ce continent sur lequel vous allez poser le pied une terre de science et de paix. C'est-à-dire que, en termes juridiques, il n'y a aucune police, aucune frontière, aucun douanier, et pour le moment, aucune possibilité d'exploiter économiquement les ressources de l'Antarctique. C'est le traité de Washington, 1959, prolongé en 91 à Madrid, et ce traité a été prolongé en 91. Puis, alors je ne résiste pas, et je vais peut-être finir là-dessus, à vous raconter cette histoire.
On est en 89, pas loin d'ici, à Matignon. Le Premier ministre de l'époque s'appelle Michel Rocard. Il a été ministre de l'Agriculture, il est énarque, et il reçoit la visite du ministre australien Robert Hawke, qui est un ami, un travailliste. Ils ont un peu la même couleur politique. Et Robert Hawke est dans les jardins de Matignon, ils prennent le café, il lui dit c'est la catastrophe pour l'Antarctique. Les Néo-Zélandais, les États-Unis veulent exploiter l'Antarctique. Ils veulent utiliser les minerais, les terres rares, etc. Une histoire qui se répète souvent. Et là, Michel Rocard, je tiens de sa bouche et de sa bouche de ses collaborateurs, lui dit « Alors, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ?» Moi, les pingouins... Sauf que Robert Hawke lui dit « Mais tu sais, les pingouins, les manchots, les basses polaires, avec tes explorateurs, il faut sauver tout ça. C'est une terre de science et de paix, c'est un traité. » Et figurez-vous que Michel Rocard va prendre à bras-le-corps ce combat. Il va écouter Robert Hawke. Ils vont tenter de mobiliser la communauté internationale. Mais il y a un premier obstacle. C'est que Michel Rocard est Premier ministre. Et pour ceux qui sont, pour le grand public, pour tout le monde, on sait qu'un Premier ministre en France, au-dessus, il y a un président. Et que le président de l'époque, François Mitterrand, et Michel Rocard, c'est pas, comment dire, la grande amitié. Et Michel Rocard et Robert Hawke vont rédiger un communiqué commun, mais ils ont besoin de la signature du président. Et Robert Hawke, ça tombe bien, dans l'après-midi, il doit être reçu par François Mitterrand à l'Élysée. Et Robert Hawke, au culot, va dire à Michel Rocard « Monte dans la voiture avec moi, ton président, il ne pourra rien dire. » On lui soumet le communiqué, il le signe, et on le balance à l'AFP. Comme ça, le monde entier saura que l'Australie et la France se mobilisent pour défendre le continent antarctique. Tout ça, c'est bien dans les faits, mais quand vous imaginez que la voiture arrive dans la cour de l'Élysée et que Mitterrand, qui est sur le perron, voit débarquer Robert Hawke comme prévu, mais derrière son Premier ministre, il rentre dans une colère noire, il va recevoir les deux hommes dans son bureau, il va les laisser debout, ce qui dans les règles du protocole et on va dire quelque chose où on signifie qu'on n'est pas content, et les deux hommes vont exposer leur volonté de faire un communiqué. Mitterrand est un petit peu ennuyé parce que son ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, est plutôt quelqu'un qui est on va dire, pour utiliser les ressources dans l'Antarctique. Il est proche d'Elf-Aquitaine. On se dit qu'exploiter les ressources de l'Antarctique, ça serait pas mal. Bref, Robert Hawke et Michel Rocard obtiennent le fameux sésame, leur papier, s'empressent, à l'époque, il n'y a pas d'internet, de faxer leur communiqué, et ils vont lever un mouvement important et alerter la communauté internationale. Et pour finir, Michel Rocard va solliciter un explorateur, parce que les sénateurs du Congrès américain sont à convaincre, sont assez réticents, et cet explorateur s'appelle Jacques-Yves Cousteau. Et Jacques-Yves Cousteau va faire toute une tournée sur fonds propres de Matignon, en étant financé, et en montrant son film sur l'Antarctique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, messieurs, dames, l'Antarctique est une terre de science et de paix. Il n'y a pas de missiles, pas de drones, pas de guerre. C'est jusqu'en 2048. D'après les juristes, c'est indétricotable. Il y a une petite clause qui permet le tourisme. C'est celle dont vous allez pouvoir bénéficier pendant 3 mois sur l'année, mais uniquement sur la péninsule antarctique. Et je voulais vous raconter cette histoire parce que je trouve que dans le monde qu'on vit à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on entend dans les médias, sur Internet, à la radio, ça fait du bien de se dire que des fois, des hommes, des femmes animés d'une volonté farouche et peut-être un peu utopiste décident du meilleur pour nous. Et je finirai peut-être aussi du coup sur cette phrase. Alors juste entre-temps, je vous remets l'Antarctique sur cette phrase d'un autre explorateur, Théodore Monod, rien à voir, spécialiste des déserts, qui disait « L'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé ». Je vous donne 2 heures, thèse, antithèse, synthèse, ramasse les copies. Ou alors si vous n'êtes pas pressé, je vous retrouve sur le bateau parce que ça me donne envie. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Allô ? Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Et donc pour clôturer cette présentation de notre voyage sur l'Antarctique, je vous demande d'accueillir Étienne Klein qui arrive
avec Marie-Madeleine Rigopoulos. Étienne Klein sera avec vous sur ce bateau et va vous présenter la dimension événementielle de cette croisière. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Étienne Klein. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer ce voyage dont c'est moi. Ce voyage dont je suis extrêmement jalouse que vous allez faire en Antarctique en compagnie de Mathias Sénard qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous parce qu'il est un petit peu souffrant. Mais qui sera du voyage Mathias Sénard, on l'a évoqué tout à l'heure, prix Goncourt 2015 pour Boussole, Goncourt des lycéens pour Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants, prix Joseph Kessel pour La mélancolie des confins, et ça c'est important, c'est une tétralogie dans laquelle il s'est lancé où il est justement question de voyage. Mathias Sénard nous invitera à franchir les frontières du langage, nous emmènera aussi au-delà des frontières de l'imaginaire, puisqu'il va nous parler des écrivains qui se sont inspirés des grandes découvertes scientifiques et des explorateurs au XIXe siècle pour pousser encore plus loin, grâce à l'imaginaire, grâce à la fiction, le champ des possibles. Parce qu'on parlait tout à l'heure des limites, on arrive au bout du voyage qu'il est possible de faire en allant en Antarctique, mais en réalité, Étienne Klein, ce qui est intéressant, c'est que le scientifique comme le poète, lui, repousse toujours les limites. Il fait exploser les frontières, n'est-ce pas ? Bon, merci pour cette question. Moi, je ne suis pas poète, donc je vais plutôt parler de la science, et même plus précisément de la physique. La physique, c'est quand même, à la base, je parle de la physique moderne, celle qui est née au XVIIe siècle, c'est une façon d'aller se faire voir ailleurs. Galilée, qui est un des fondateurs de cette nouvelle physique, il a compris que le monde dans lequel on vit, alors le monde, c'est pas l'univers, c'est la Terre, avec l'atmosphère, on n'est pas dans le vide, c'est le ciel tel qu'on le voit avec nos yeux. Le monde, c'est en gros ce en quoi nos corps sont condamnés à demeurer. Parce que comprend Galilée, c'est que ce monde nous trompe. Voilà, il nous fait croire des choses. Et si on veut connaître les lois physiques, il faut tenir compte du fait que dans notre monde, les lois physiques sont masquées par des phénomènes physiques qui les contredisent. Je vous donne 2 exemples. Dans notre monde, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. C'est ce qu'on voit. Et donc on a l'impression que la loi de la chute des corps dit qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. Et c'est l'observation qui nous incite à le penser. Or c'est complètement faux. Voilà. La gravité fait tomber tous les corps à la même vitesse dans le vide. Mais si on n'est pas dans le vide, si on est dans le monde, il y a d'autres forces que la gravité qui sont responsables des différences de vitesse que nous voyons entre les corps lourds et les corps légers. Autre exemple, dans notre monde, l'immobilité est contagieuse. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Non, je reste immobile. C'est évident. Regardez, vous faites du vélo. Quand vous cessez de pédaler, votre vélo, il finit par s'arrêter. Donc l'immobilité est contagieuse. Et donc vous en déduisez, comme Aristote, qui n'avait pas fait de vélo, que pour qu'un corps soit mis en mouvement, il faut qu'il soit mu par une force. Et si la force qui le met en mouvement s'interrompt, le corps s'immobilise. C'est ce qu'on vit dans notre monde. Mais c'est complètement faux. Voilà, c'est complètement faux, comme l'a montré Galilée, avec son principe d'inertie. Un corps qui n'est soumis à aucune force va en ligne droite, indéfiniment, à vitesse constante. Donc ce que nous dit Galilée, c'est qu'il n'y a pas besoin de pédaler à vélo pour être en mouvement. D'où la question, pourquoi on pédale quand on fait du vélo ? Et on pédale quand on fait du vélo, non pas du tout pour avancer, puisqu'il n'y a pas besoin de force pour avancer, mais pour contrecarrer les forces qui nous empêchent d'avancer. La résistance de l'air, le frottement des pneus. Donc on ne pédale pas pour avancer, on pédale pour lutter contre ce qui s'oppose au mouvement. Alors... Donc juste pour finir, Galilée, il n'a pas trouvé ses lois comme ça en regardant, puisque les lois en question contredisent ce qu'on voit. Et donc, pour les trouver, ces lois, il faut aller se faire voir ailleurs, par la pensée, en posant des questions. Qu'est-ce qui se passerait si on était dans le vide ?
etc. Et se faire voir ailleurs, c'est aussi voyager, c'est aussi déplacer son corps. Et d'ailleurs, si Aristote avait pu faire un vol parabolique, par exemple, ce qu'on appelle un vol 0G, là, en apesanteur pendant quelques dizaines de secondes, tous les principes de physique qu'a découvert Galilée, Aristote lui-même les aurait vus dans l'avion. Mais dans notre monde, ces principes nous sont cachés, et pour les découvrir, il faut des génies comme Galilée. Alors, ce voyage aux confins de l'Antarctique... Oui, alors... Non. Mais il faut dire la vérité, j'ai eu une rage de dents, on m'a donné de l'opium. Donc je suis un peu bizarre. Mais pendant le voyage, il n'y a aucune raison que j'en prenne. Quels confins de la connaissance voulons-nous explorer? C'est un des grands sujets des conférences que vous allez faire pendant ce voyage. J'évoquais tout à l'heure le fait que la science, mais peut-être même l'imaginaire, pouvait éventuellement faire exploser les limites dans le sens où, certes, la science est quelque chose de concret et j'imagine de tangible, mais est-ce qu'il ne faut pas un imaginaire quasiment débridé pour pouvoir envisager Gaston Bachelard, grand philosophe des sciences, disait « Il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez. » Il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez. Autrement dit, la pensée, si elle n'est pas alimentée par de l'imagination, elle tourne en rond. Il faut donc la doper à l'imaginaire, et ensuite on contrôle les résultats qu'on obtient ainsi par des expériences. On célèbre cette année les 100 ans de la physique quantique. La physique quantique, c'est la physique des particules, la physique de l'infiniment petit, et c'est en fait une physique qui nous est complètement cachée dans notre monde. J'ai dit tout à l'heure, le monde nous trompe. Non seulement il nous trompe, mais il nous masque l'essentiel. Par exemple, dans le monde à petite échelle, il y a des électrons, des atomes, des neutrinos, des bosons de Higgs, des ondes gravitationnelles, de la radioactivité, plein de trucs. Et dans le ciel, il y a des trous noirs, il y a des fusions de trous noirs. Et on ne les voit pas. Nos yeux sont incapables de les voir. Et donc, en fait, on n'y voit rien. C'est très platonicien ce que vous dites. Hein. Et en fait, tous les objets qu'on a pu détecter au XXe siècle, pour l'essentiel, sont des objets dont on a prédit l'existence avant de les découvrir, grâce à des équations qui réclamaient qu'ils existent. Donc ce monde quantique nous est caché, et pourtant, on est capable de le décrire parfaitement, jusqu'à preuve du contraire, grâce à des équations très efficaces. Et donc les gens qui ont fait ça il y a un siècle, les Schrödinger, Heisenberg, Dirac et Pauli et quelques autres, c'est des gens qui ont trouvé le moyen de comprendre ce qui se passerait si on pouvait voyager dans un monde à toute petite échelle. Et donc ça montre que nos yeux, finalement, c'est pas qu'ils nous trompent, c'est qu'ils nous font voir une partie tellement fine de la réalité que finalement l'essentiel nous est invisible. Peut-être pour faire le lien avec Mathias Sénard et la littérature, c'est un peu ce qu'on fait. Et puis justement, j'ai évoqué tout à l'heure tous ces écrivains qui sont emparés des grandes découvertes scientifiques et de l'exploration pour imaginer des fictions. On pense à Jules Verne, évidemment, mais à beaucoup d'autres aussi. Ils ont apporté leur pierre à l'édifice du champ des possibles de la science. Alors Jules Verne et quelques autres, on parlera, Mathias, c'est quand même des gens qui ont compris que la science était enchâssée dans l'idée de progrès. On n'en est plus tout à fait là. La corrélation entre science et progrès est beaucoup plus discutée qu'au XIXe siècle. Mais, par exemple, vous parliez des confins de la connaissance. Vous savez qu'aujourd'hui, on utilise une machine, un grand accélérateur qui s'appelle le LHC, qui est à Genève. On fait tourner des protons dans un anneau de 27 km à la vitesse de la lumière, dans les deux sens. On fait des collisions. On recrée les conditions physiques de l'univers primordial. C'est comme ça qu'on a chauffé le vide quantique et on a fait apparaître une particule qu'on attend depuis longtemps, qui s'appelle le boson de Higgs. Bon. Sauf que on l'a trouvé en 2012, et là on a besoin d'une nouvelle machine, plus grande, qui nous permettrait de remonter plus loin dans le passé de l'univers. On l'a conçue, on l'a dessinée, on a calculé son coût, on a expliqué comment on pourrait la faire. Elle s'appelle le FCC, le futur collisionneur circulaire. Elle va faire 92 km de circonférence. Si elle est décidée, il faut creuser un tunnel.
Et quand on en parle, en disant cette machine, si elle est décidée, verra le jour en 2060, on ne voit pas se manifester un très grand enthousiasme. Et donc la question est, qu'en est-il de notre libido, Skendi? Qu'en est-il de notre désir d'en savoir plus? Comme on n'est déjà pas capable de comprendre ce que le LHC a permis de découvrir, pourquoi est-ce qu'on irait se casser la tête à en savoir plus alors qu'on ne sait déjà pas ce qu'on sait déjà? Et ça rejoint la question du langage, parce que quand on fait la vulgarisation, il faut dire avec des phrases ce qu'on apprend par des équations. Et ça ne marche jamais. Le langage mathématique, il n'est pas directement traduisible dans la langue ordinaire, parce que la langue ordinaire, elle dit le monde. Elle dit le monde tel qu'on le voit. Elle ne dit pas le monde quantique. Les lois quantiques, elles disent des choses que nos phrases ne sont pas capables de traduire de façon exacte. Et donc, il faut utiliser des analogies, peut-être de la poésie. En fait, il faut faire sentir des choses sans être capable de les dire exactement. Hein? Il y a un peintre que j'aime beaucoup qui s'appelait Opère, qui disait « Si on pouvait tout dire avec des mots, il ne serait pas nécessaire de peindre. » Ben, ça s'applique aussi à la physique. Si on pouvait dire la physique avec des mots, ce ne serait pas la peine d'apprendre les mathématiques. Alors, on parle de confins quand on parle de l'Antarctique. Est-ce que vous êtes d'abord, est-ce que vous êtes déjà allé en Antarctique, Étienne Klein? Qu'est-ce que j'aurais été faire en Antarctique? Vous me voyez, moi, tiens, je vais aller en Antarctique? Non, moi je suis un gars du Nord. Moi, je suis allé au Spitzberg, au Groenland. Je vais en montagne. Et dans l'hémisphère Nord, on a ce qu'il faut en montagne. Mais je suis ravi d'aller voir des glaces de l'Antarctique. Est-ce que l'idée de confins vous donne le sentiment d'une finitude, d'un sentiment de bout du monde? Oui, mais quand on dit que l'Antarctique, c'est les confins, je comprends. Mais ça sous-tend implicitement, pour des esprits qui seraient peu avertis, que la Terre est plate. D'accord? Or, elle est ronde. Pas. Autrement dit, quand vous passez le pôle sud, il ne se passe rien, en fait. Il n'y a pas de limite. D'accord? Sur une sphère. Il n'y a pas de limite. D'accord? Donc, ce mot confin pour l'Antarctique, je ne le reprenais pas à mon compte. En tout cas, explorer, c'est en effet aller voir ce qui se passe quand on va aux confins de la connaissance. Le FCC dont j'ai parlé, c'est bien ça. On va aller aux confins de ce qu'on sait pour découvrir des choses qu'on ne sait pas. Et la question, c'est, est-ce que comme Jules Verne, on est enthousiaste à cette idée, ou est-ce qu'on a le sentiment qu'on en a déjà fait assez? Moi, j'observe, même dans les publics que je rencontre, notamment des étudiants en sciences, l'idée d'un rabattement sur le monde. Voilà, on se rabat sur le monde. D'ailleurs, les informations ne nous parlent que de ce qui se passe dans notre monde. Quand il y a un événement important concernant l'univers, on en parle très peu. D'autant plus que le ciel nous est masqué par la pollution lumineuse. Songez que Platon voyait la Voie lactée un soir sur deux. Aujourd'hui, il y a 95% des humains qui n'ont jamais vu de leurs yeux la Voie lactée. Alors, dans l'Antarctique, on la verra. C'est pas un argument. Non, mais c'est intéressant que vous évoquiez... Quiconque a vu la Voie lactée, pour de bon, en haute montagne, ou en pleine mer, avec toutes les lumières éteintes, c'est un choc. Mais justement, ce qui est intéressant quand vous évoquez Platon, c'est qu'on se dit qu'aller dans un lieu comme celui-là, ça rouvre aussi le champ des possibles, parce que ça nous donne accès, peut-être pas à une finitude, mais au contraire à la notion d'infini, et peut-être aussi à l'infiniment petit que nous sommes par rapport à tout le reste. Alors, on ne peut pas tendre vers l'infini. C'est ça, avec un scientifique, on ne peut pas parler comme ça à la légère. Non, un truc est soit infini, soit fini. Mais on ne devient pas infini en augmentant le fini. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on est infini, c'est comme pour une femme être enceinte. On ne peut pas être un peu enceinte. On est enceinte, et bien l'infini, c'est pareil. Soit on est infini, soit on ne l'est pas. Okay? Donc, je vous reprends là-dessus. Mais il faut qu'on soit dans une dialectique, sinon c'est pas drôle. Et puis il faut bien prouver que l'opium fait ses effets. Qu'est-ce que je disais? Eh ben voilà, c'est bien. Non, je disais que ça ouvre le champ des possibles. Oui, c'est en fait quand on vit dans notre monde ordinaire, on a tendance à
à vivre dans une sorte de confort intellectuel, puisque les choses se passent comme on a l'habitude de les voir. Et exister, c'est pas la même chose que vivre. Exister, il y a ex. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelait malheureusement Henri Maldinet, qui disait l'existence est une exclamation dans le vide éclaté. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ce qui m'a plu, c'est qu'il y a 2 fois ex. Voilà. Exister, c'est pas la même chose que vivre. Exister, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, sortir de ses routines, aller se faire voir ailleurs, vérifier qu'on y existe autant, voire plus, que quand on est dans la routine. Donc il faut explorer ses propres confins, en fait. C'est ça. Et avoir, pour le coup, le territoire idéal pour explorer aussi le monde des idées. L'exploration, elle se fait par le corps, elle se fait par l'esprit, les deux ensemble d'ailleurs. Ça marche très bien. Voilà. Qu'est-ce qui se passerait si j'étais ailleurs ? Alors, on a ce sentiment, évidemment, l'homme est allé partout sur la Terre, il a a priori tout exploré. Est-ce que finalement, explorer la science, c'est peut-être le dernier territoire dans lequel on peut encore aller chercher de l'inconnu, des surprises, de l'inattendu ? Alors en effet, c'est difficile d'aller sur Terre à des endroits qui n'ont pas été explorés, mais il y a encore des montagnes à gravir, hein. Il y a des sommets qui n'ont pas été conquis. C'est l'alpiniste qui parle. Et même pour un sommet donné, il y a des façons d'y aller qui sont originales. Par exemple, aller au sommet du K2 sans oxygène, c'est pas donné à tout le monde, hein. Et j'ai récemment écrit un livre avec Thomas Pesquet, qui a eu le malheur de dire oui, quand on est dans l'ISS à 400 km d'altitude, on voit même pas les reliefs, tout paraît plat. Et pour un alpiniste, c'est quand même difficile à entendre, d'autant plus que nous on y va à pied alors que lui il se fait transporter par une fusée. Donc c'était un mépris que j'ai trouvé assez désagréable à vivre. Mais je lui ai dit, il y a plus de gens qui sont allés dans l'espace qu'il y en a qui ont atteint le sommet du K2. Et toc. Et toc. Éloge du dépassement, c'est le titre de ce livre que vous avez coécrit avec Thomas Pesquet, c'est aux éditions Flammarion. Vous y évoquez justement, au-delà de vous taquiner, de quoi est-il question dans ce livre ? Quand on parle de dépassement, c'est le dépassement physique, c'est le dépassement à quel titre ? Le titre, il faut reconnaître qu'il ne rend pas justice au livre. On parle très peu de l'éloge du dépassement. Le titre initial, le titre qu'on avait choisi initialement, c'était « Envolée spéciale ». Montrer que finalement, entre la conquête de l'espace et l'exploration du monde des particules, il y a des choses assez communes. Il faut des moyens importants, c'est des projets à long terme, c'est de la conquête aussi. Mais l'éloge du dépassement, éloge est au pluriel, dépassement au singulier, c'est simplement dire qu'il faut toujours sortir de soi. Et sortir de soi, ça peut être apprendre à jouer de la musique. Ça peut être apprendre les mathématiques, ça peut être apprendre les langues étrangères, ça peut être frapper à la porte de ses voisins. C'est pas forcément l'exploit qui est la meilleure façon de sortir de soi. Mais moi je trouve, hein, ça c'est un point de vue de citoyen, qu'on s'enferme de plus en plus dans des bulles cognitives qui font qu'on est en quelque sorte enfermé dans des paysages qui finissent par s'incrémenter dans notre façon de penser, quoi. Ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort, comme on dit communément, essayer de se confronter à de l'inconnu. Ouais, alors là, excusez-moi, mais j'ai vu le dessin du bateau. Plein la figure. J'ai vu le dessin du bateau, là. C'est quand même nettement plus confortable que chez moi. Comme zone, oui. Donc moi, je vais découvrir ma zone de confort. Et puis en plus, vous êtes encore plus dans une zone de confort parce que vous connaissez Mathias Sénard. Vous avez déjà, oui. Vous êtes déjà intervenu ensemble. On s'est rencontrés une première fois au salon du livre de Morges, près de Lausanne. Morges, près de Lausanne. Et ensuite, je l'ai invité dans l'émission de France Culture, La Conversation Scientifique. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de sujets de discussion. Et ce qui est sûr, parce que c'est déjà acquis, on s'entend bien.
Oui, alors c'est quelqu'un qui est d'une grande érudition, qui s'est passionné d'un tas de choses, de sciences aussi. Je sais qu'il admire beaucoup votre travail. Et peut-être ce qui est intéressant aussi, au-delà de vos conférences propres, mais des dialogues que vous pouvez avoir ensemble, c'est qu'effectivement, entre la science, la philosophie, la littérature, la poésie, finalement, on se rend compte que tout cela se rejoint à certains niveaux, évidemment, mais en tout cas, sont, si j'ose dire, des outils complémentaires pour appréhender le monde et puis aussi pour profiter d'un voyage. Oui, enfin, Mathias, si vous avez lu ses livres, on sent qu'il est en lutte avec la langue. On ne prend pas la langue comme quelque chose d'acquis, on la travaille pour qu'elle parvienne à dire des choses que jusqu'alors elle ne disait pas. Or ça, c'est exactement le travail d'un vulgarisateur. Quand on écrit, par exemple, un livre sans équation expliquant la physique quantique, ben on découvre assez vite que la physique quantique, elle n'est pas dite dans le langage. Et donc il faut, comme disait Wittgenstein, il faut être en lutte avec la langue. Il faut faire dire à la langue des choses qu'elle ne dit pas, spontanément en tout cas, ou qu'elle n'a pas l'habitude de dire. Il faut qu'elle dise des choses nouvelles. Et ça, c'est un travail qui, sans vouloir augmenter la dignité du travail de vulgarisateur, qui rejoint, par ce biais-là, le travail de l'écrivain. Oui, d'ailleurs, Mathias nous proposera une conférence sur franchir les frontières de la langue, et l'idée étant à la fois de parler de ces auteurs qui utilisent une langue autre que la leur pour faire de la poésie, la manière dont on transforme les mots et qu'on justement on malaxe ce matériau pour se l'approprier, et parfois même on utilise le silence. Il en a été question tout à l'heure dans vos propos, mais le silence est aussi une poésie, est aussi une manière de découvrir. Oui, alors il y a un philosophe, un des pères fondateurs de la physique quantique, qui s'appelait Paul Dirac, qui disait « On ne doit parler que quand on a un truc vrai à dire ». Pour lui, la langue, c'est pas un truc de communication, quoi. C'est soit on dit un truc vrai, soit on se tait. Et donc, ça limitait son langage. Il avait des grands moments de silence. Et ses collègues avaient toujours du mal à l'aborder. Ils ne savaient pas trop comment faire pour qu'il ait une vraie conversation avec eux. Il y a pas mal d'anecdotes qui traînent là-dessus. Par exemple, Wolfgang Pauli, grand-père fondateur de la physique quantique, était en face de lui dans un train qui roulait dans la campagne anglaise. Dirac était silencieux, il réfléchissait. Et Pauli voulait quand même discuter avec lui. Et il savait que s'il disait bonjour Dirac, vous ne savez pas qu'il fait chaud aujourd'hui, l'autre ne répondrait pas parce que c'est vrai, et c'est évident que c'est vrai, quoi. On ne commande pas ce qui est évident. Et il a saisi l'occasion qui lui a été donnée lorsque le train a traversé une prairie dans laquelle il y avait des moutons en train de paître. Et il a dit à Dirac, regardez, Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. Dirac, qui ne veut dire que des choses vraies, met son nez sur la vitre, regarde attentivement les moutons, revient vers Paoli et lui dit « Oui, au moins de ce côté-ci. » Oui, parce que quand vous dites qu'un mouton est tendu, simplement parce que la moitié du mouton vous apparaît tendu, il faut aller voir de l'autre côté que c'est vrai, quoi. Sinon, il y a un abus de langage. Cher Étienne Klein, en tout cas, on ne va pas s'ennuyer avec vous en Antarctique. Avant de repasser la parole à Hervé puis à Solveig, j'ai évoqué rapidement, vous êtes aussi alpiniste et vous avez une passion pour la montagne. Est-ce que, tout à l'heure, on a parlé des hauteurs aussi qu'il y a en Antarctique. Qu'est-ce que vous attendez peut-être de voir, vous qui aimez les montagnes, les glaciers, qu'est-ce que vous espérez voir en Antarctique ? Il y aura de la glace, hein, ça c'est sûr. Hein, mais la question, c'est est-ce qu'on pourra faire ce qu'on appelle des cascades de glace ? Ça pourrait grimper avec des crampons, des piolets. La question, c'est est-ce que je dois emmener mon matériel ? C'est ça mon... Patron. En tout cas, si vous ne trouvez plus Étienne Klein pendant le voyage, vous savez où il sera. Mais s'il y avait un alpiniste parmi vous, il faudrait qu'il s'inscrive, qu'on soit deux, pour pouvoir s'assurer. Il s'agit d'une revendication, voilà. C'est ça ? Non, mais on pourrait, par exemple, s'il y a un alpiniste dans la salle qui hésite à venir, est-ce qu'on pourrait lui proposer une réduction du tarif ? Je ne sais pas.
Cher Étienne Klein, vraiment un immense merci de nous avoir donné envie de partir avec vous en Antarctique, malgré votre rage de dents et la drogue. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Ce sera évidemment aussi avec Mathias Hénard qui sera là, évidemment, le jour J. Hervé, je te repasse la parole, peut-être. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bravo. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pendant ces 2 heures, 2h30, 2h15. On vous attend avec l'équipe qui est présente, l'ensemble de l'équipe à l'extérieur, enfin juste à la sortie, pour partager avec vous une coupe de champagne. Et évidemment, on est là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.